Base quelque part. C'est cette notion de pulse d'ailleurs dont on parle souvent. Je vais prendre un exemple. Il y a un gars, je ne sais pas qui, j'ai interviewé quelqu'un dans le cadre de la recherche, des recherches académiques. Je lui dis c'est quoi telle musique? Il me dit regarde la femme là qui danse, c'est ça la musique. Donc j'observais le mouvement du corps en fait c'était associé à ce que ça signifiait musicalement en fait. Et quand tu vois le mouvement, comment la personne bouge, comment elle marche, il y a une forme d'ancrage, enfin, c'est très associé de musicalité en fait, du corps. Je parlerais plutôt de la musicalité du corps. Ces notions de musicalité du corps sont associées aussi à la projection de la voix, que la voix utilise en fait comme médium, comme que l'être humain utilise, enfin, l'être humain utilise la voix comme médium pour projeter tout ce qu'il a du point de vue tout ce qui est terrien, c'est ça l'expression, je crois. Voilà, tous ces éléments qui sont terriens, voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Oui, il y a résistance, une forme de résistance à un système qui est défini par les grands maîtres, les grands Manitou de l'industrie musicale, j'allais dire, donc les pseudo-grands maîtres, en fait, qui ont pour mission d'imposer quelque chose de consommable, entre guillemets, à la population, en fait, enfin, consommable par la population, qui pour moi, je n'adhère pas à ce discours, donc je reste de la singularité de mon discours, en fait, de mon discours musical, en fait, de mon approche, de ma façon de... C'est une façon aussi de me définir, en fait, de me donner ma propre identité, en fait, de me réinventer une identité à moi, voilà, qui est contenue dans cette pratique, dans ma pratique quotidienne en tant que musicien, en tant que compositeur aussi. Ça révèle quoi? Ça révèle que des choses qui sont un être humain qui est en rupture avec l'environnement dans lequel il vit, avec même le cadre familial en fait. Parce que pour comprendre l'individu, il faut l'approcher aussi, pour mieux cerner. Et ça, pour moi, c'est une forme de résistance, de même que la coupe des cheveux, les locks, je viens d'un cadre familial assez très carré, bourgeoisie intellectuelle. Donc il fallait, pour s'échapper, quoi, il fallait que je me définisse autrement, quoi. Que je trouve un peu des forces ailleurs, un refuge, quelque part. La notion de rupture aussi nous entraîne forcément à une forme de refuge.
J'aime bien qu'on devine, qu'on soupçonne que ah ouais c'était ça. Je veux qu'on décrypte en fait, que j'en parle moi-même. C'est vrai que je déjoue un peu les canaux très carrés, structurés, enfin selon l'entendement d'une certaine intelligentsia, j'en sais rien, ou bien une certaine industrie, j'allais dire. Donc voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que juste de tous ces ingrédients pour faire passer certains messages, pour dire que voilà c'est ça aussi qui fait l'être humain, quoi. C'est-à-dire que une diversité d'univers, une construction, déconstruction, construction, déconstruction, déstabilisation, stabilisation, déstabilisation, stabilisation. Ah, on y va où? Ah, on s'agrippe un peu. Et puis ça m'amuse en fait. Je crois que quelque part, je suis pas un provocateur, mais je suis un peu taquin. Mais ça rejoint un truc auquel maintenant tu essaies d'échapper. C'est la question du more ancestral. C'est-à-dire que quand on est taquin, tu le sais très bien, on maîtrise un certain nombre de choses. Quand on est taquin, futé, on est un trickster. Donc c'est quelqu'un qui sait jouer avec des éléments, il sait rendre la vie comme ça tout d'un coup très légère, mais elle peut être sérieuse. Et Ferris Thompson, ce qui est très très fort, c'est qu'il estime que dans les cultures ouest-africaines ou de l'Afrique centrale, c'est toute une façon d'être pour d'abord faire face à la douleur, mais aussi c'est une façon more ancestral. C'est-à-dire qu'on va puiser dans ses arrière-pays, et puis en même temps on déjoue, en même temps on est rusé, donc on fait rire, et puis en même temps on n'est pas là où les gens estiment que l'on est. On est toujours en train de... Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, je pense que ça se rapproche aussi, je dirais, plutôt au talent de rhéteur d'une partie de la communauté, de ces communautés-là, en fait, de ces chanteurs, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit les improvisateurs, tout ça. Il y a la maîtrise, mais dans cette maîtrise, c'est pas quelque chose d'ostentatoire, de flashy, comme on dit. C'est une subtilité, c'est une forme... il y a de la poétique et de la poésie aussi, quelque part. C'est une création spontanée, enfin, régulière, certes. Mais il y a le désir de déstabiliser quelque part, très souvent, le désir de jouer. Et je crois que parler des formes ancestrales, je suis d'accord avec lui, parce que ce sont des souvenirs enfouis en nous, en fait, qu'on réveille. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, je crois que c'est des réminiscences qui surviennent, qui surgissent comme ça, parce qu'on se réinvente à travers, en puisant dans ces ressources-là, dans ces éléments qu'on a connus, ou bien connus par le truchement peut-être des aînés, des grands-parents et autres. Et c'est fabuleux. Puis imagine Armstrong, le cool, le type avec tout son bagage et toutes ses blessures et tout ça. Oui, et oui. puis, quel homme cool quand il est en train de jouer. Ouais, Donc, et là, connexion ailleurs avec ce que Ferris Thompson dit, avec un autre monde. Ben, c'est là où intervient le côté spirituel de la musique aussi. Pour parler de la musique, c'est quelque chose de... Quand je parle de spiritualité, ça n'a rien à voir avec Dieu ou quoi que ce soit, mais c'est la connexion avec les esprits, l'esprit. Tout ce qui est impalpable, tout ce qui n'est pas visible, en fait. On ne le voit pas, l'esprit. Ce sont des choses qui sont enfouies en nous parce que ça traduit notre histoire aussi. J'adhère à sa philosophie, en fait, parce que du coup, on puise où? On recherche cette spiritualité à travers les ancêtres, par le canevas, en repensant aux ancêtres, à nos anciens en tout cas, qui étaient là, pour avoir un peu plus de force. Et puis pour déjouer aussi avec de l'humour. D'ailleurs, j'ai un morceau qui s'appelle Ngoyak, qui est dans l'album Body and Voice, enfin Body and Voice c'est un peu une compile, qui est dans l'album Sonzin, le premier morceau. Ça parle de Ngoyak, notre peuple. Un peuple qui est toujours joyeux, mais qui pleure très souvent. Qui pleure. Peut-être le rire permet de cacher les douleurs. C'est pour voiler un peu la face. Vous voyez, tu vas voir Lucien, il rime, mais au fond, c'est pour
ce sont des pleurs, très souvent. Mais le riz, c'est pour déjouer et dire que ça va, on est cool, ça va. On est content, voilà. Mais alors que ça va pas. Mais on pleure très souvent, voilà. Mais ces larmes ne se voient pas. Comme dit ma mère, elle dit à Medumba, Seigneur nous connaît la Bami. Ça veut dire que c'est pas parce que tu vois pas les larmes du serpent qui ne pleure pas. Tu les vois pas, mais ces larmes vont dans son ventre. Ça ne tombe pas là comme ça, on les voit pas. Pas parce que tu ne l'as jamais vu pleurer qu'il ne pleure pas. Il pleure, sans doute. Même s'il sourit, il fait ha ha ha. Donc, c'est ce qui est fabuleux avec la musique, c'est de pouvoir déjouer toutes ces choses-là, de jouer avec humour, jouer sur tous ces fronts-là, de faire ah ah ah, tout va bien, ah ah, oui, oui. Mais alors que c'est sérieux, c'est très sérieux. Et puis ça permet d'ailleurs aux gens de rentrer dans la musique, parce que le rire, le sourire, l'humour, par la quasiment tout le monde, sauf s'il est vraiment salace. Bon, ça dépend d'ailleurs de ce qu'on appelle l'humour salace. Bon, si de manière générale, c'est quelque chose de fabuleux. Bon, déjouer, jouer. C'est un peu intéressant. Et après, tu t'organises pour toujours avoir des gens du public, donc ces barrières entre la scène, l'audience, etc. Ça, c'est aussi une forme du trickster qui se met en place, c'est-à-dire qu'on essaye de faire participer tout le monde. On ne sait pas toujours ce que ça va donner, parce que là, tu ne vas pas maîtriser nécessairement le spectacle. En même temps, tu vas pouvoir jouer de quelque chose qui va être là, dans l'instant. Tu vas devoir éventuellement rectifier pour donner cohérence. Ouais. Et puis, tu aimes beaucoup, c'est aussi, ça revient sur l'inclusion. Donc, c'est l'importance pour toi de regrouper les gens, donc de les mettre dans une communauté. Alors, je ne sais pas si tu aimerais parler un peu de justement l'importance de comment tu organises ta scène avec tes musiciens et comment tu essaies ensuite de créer une autre scène qui est plus large. Et puis tu le fais constamment, tu prépares le public, tu lances des... Et puis des fois ils ne vont pas répondre parce qu'ils ne sont pas préparés à chanter. Puis aussi tu chantes très haut et tu chantes très bas. Et donc tout d'un coup les gens ils se disent qu'ils ne vont pas s'en sortir s'ils chantent. Ah, quelle question. En fait, ça vient de ma culture, parce que la musique se joue de manière collective. Très souvent, on joue avec tout le monde fait partie. Il y a le triptyque chant, tambour, danse, ou bien chant, tambour, rythme, en tout cas qui est là présent, plus le public. On ne peut pas jouer de musique sans le public. Le public fait partie de l'orchestre parce qu'il participe. Tout le monde est musicien, tout le monde fait partie du groupe, en fait, du lot. Donc, il n'y a pas de rupture en tant que telle dans l'organisation sonore, enfin, entre public et, bon, bien sûr, sur les scènes occidentales, dont je convoque dans ce public-là à se joindre à moi parce que c'est une communion d'esprit, c'est une communion, un partage, c'est des moments de partage. Je veux qu'ils soient avec, enfin, je l'invite à être dans la musique, quoi, à faire partie de la musique, de se libérer parce que c'est juste la fête. C'est un moment de partage, peut-être pas la fête tout le temps, mais c'est un moment de partage, c'est un moment de générosité. Déjà avec le band, c'est pour ça que j'aime le jazz, parce qu'il y a beaucoup d'espace pour l'improvisation, la créativité, l'exploration, les envolées, dont on peut s'envoler. On peut partir, même s'il y a un cadre qui est bien défini. Et c'est là où c'est très africain, en fait. C'est une façon de faire qui est quand même extraordinaire, parce que du coup, on est parfois surpris, c'est vrai, parce que c'est très écrit, ma musique est très écrite, pour la plupart, enfin, les chansons. Mais en même temps, il faut bien qu'on s'échappe un peu là, il faut qu'on parte, que ça parte. Si ça reste trop figé, pour moi, ça va. Déjà, même quand je reprenais, tu faisais allusion à une pièce classique que j'ai réarrangée là, pour le groupe, et donc, de manière inattendue, je vais ailleurs, puis je reviens, je repars, parce que c'est... je déjoue un peu. Non, c'est le trickster. C'est le trickster, ouais, c'est vrai. C'est vraiment la force du trickster. Ouais. C'est vrai. Ouf, ouais.
Pour moi, le corps, comme la voix d'ailleurs, le corps est musique. Le corps est musique. Le corps, c'est un instrument à part entière. Pour moi, c'est-à-dire que je ne le mets pas de côté comme... Même s'il n'y a pas de danse dans ma musique, il n'y a pas de danseur ou bien de danse, mais je danse tout le temps, en fait. Si on m'observe bien, je fais tout le temps en mouvement. C'est pas de la danse forcément, on va dire contemporaine, bien, on ne va pas qualifier de nommer, mais c'est de la danse. Donc le rapport au corps est très important pour moi. Déjà, le rapport au corps, le regard même, le mouvement, la notion de geste, c'est tellement fort. Même le geste de la violoncelliste, le mouvement, le corps. Pour moi, c'est essentiel, quoi. Voir comment... On ne peut pas jouer comme ça. Déjà, même les doigts bougent. Donc, pour moi, tout est mouvement, en fait. Tout est... c'est essentiel. C'est essentiel. C'est pas quelque chose qui... Et j'observe énormément. Dans ces musiques-là, d'ailleurs, j'en parlais dans un colloque il y a quelques semaines, je parlais du langage paraverbal comme vecteur d'émotion. Ça veut dire que c'est des éléments comme du non-verbal aussi, tout ce qui est la tête, les mouvements de la tête, le corps, les mots ah, et ah. Je parle d'ailleurs d'idiosyncrasie communautaire parce que ça appartient à une communauté, cette communauté afro-diaspora et autres, afro-diasporique, whatever, on se reconnaît là-dedans. C'est ça qui est fort, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... je raconte très souvent cette histoire. Je jouais, quand je suis arrivé à New York, je jouais avec mon nouveau groupe, band. Et bien, il y avait un contrebassiste américain, le batteur était français, le pianiste était brésilien. Donc, il y a un morceau à moi qui est un peu du style benskin traditionnel du Cameroun, et de chez moi. Et c'est curieux parce qu'à un moment, je joue, je chante, je fais « Heba !» Mais lui, tout le monde change, d'accord, mais lui, il ne change pas. Et puis, on s'arrête, tout le monde, le batteur se lève, il dit « Ah non, quand Gino dit « Heba, Heba !» ça veut dire qu'on passe à la section d'après. Parce que ce sont des onomatopées, c'est du paraverbal, c'est pas quelque chose d'écrit, c'est pas... il dit, alors le contrebassiste qui était blanc américain, il fait mais il n'a pas écrit Heba sur la partition. Alors c'était drôle parce que mais les autres ont compris. Le gars brésilien, il a compris. Il est blanc brésilien, mais il comprend, il est habitué à voir ça, à entendre. James Brown faisait tout le temps. C'est tout le temps là. Il y a toujours ces onomatopées. Ça manque d'épices quand il n'y en a pas, quoi. Ça manque de saveur. Si tu observes bien, tu écoutes toutes ces musiques-là, surtout sur scène, ça ne manquera jamais. Michael Jackson, tout le temps. C'est très africain, c'est quelque chose du continent qui vient de là, même aux Antilles. Oh yeah! Oh,